Bonjour à toi, cher spectateur. Alors, j'avais hésité à faire cette vidéo avec moi-même, mais je me suis dit que le département effets spéciaux des Chroniques du Cinéphile n'avait vraiment pas assez de budget. Nous allons parler donc de Gemini Man, réalisé par Ang Lee, et l'histoire, pour faire extrêmement simple, on va suivre Henry, qui est un tueur à gages qui décide de partir à la retraite, sauf que... comment développer ça subtilement? La DIA va décider de le tuer parce que son dernier contrat était un contrat un peu étrange, lié à eux. Et voilà, parce que si je rentre dans les détails, je me dis que ça va être un bordel à expliquer pour arriver justement à ce fameux face-à-face de Will Smith contre Will Smith. Tout à fait. Et pour en parler avec moi, du coup, mon clone, Rémi, comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Et toi? Bah écoute, ça va? Ça va, ça va. Donc, pour replacer le contexte, Gemini Man, c'est un film qui en soi n'a rien d'extraordinaire sur le papier. Parce que c'est une prod comme il pourrait y en avoir 100 de chez Paramount. C'est un film avec Will Smith comme il peut y en avoir 100 au cinéma. C'est un film qui est réalisé par Ang Lee, ce qui en soi est une surprise parce que Ang Lee, ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de film, mais pour autant on pourrait se dire que c'est pas extraordinaire. Ce qui fait la particularité de ce film, c'est son format. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la base, c'est un film qui a été tourné en 120 images par seconde, donc c'est-à-dire 24, 48, 72, 96, 5 fois plus qu'il n'y en a au cinéma, en 3D, avec en plus Will Smith qui interprète deux personnages à l'écran. Donc on est clairement sur un film qui veut se la péter en termes de performance technologique et qui a envie de dire « Regardez, j'ai des grosses couilles, je veux révolutionner le cinéma, je vais mettre plein de trucs ». Donc sur le papier, on est sur un film qui est un énorme bulldozer en termes de révolution cinématographique. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas plus que ça été vendu comme tel. Donc le fait est que, je pense, les cinéphiles attendaient beaucoup ce film. Les spectateurs lambda, désolé de dire ça, mais ils s'en foutent un peu, quoi. On est dans une période où il n'y a pas beaucoup de gros films qui sortent, et celui-là, il débarque un peu dans une période creuse, c'est-à-dire avant les vacances de la Toussaint, mais après l'été. Donc les gens, ils n'ont pas forcément très envie d'aller au cinéma. Qui plus est, Will Smith n'a plus l'aura qu'il avait à une époque. Et Ang Lee, mine de rien, ça reste un public de cinéphiles qui le kiffent. Donc les spectateurs que tu mets en avant par le réalisateur visionnaire Ang Lee vont faire « C'est qui Ang Lee ? Ah, Brokeback Mountain !» Et pourquoi il fait un blockbuster avec Will Smith alors? C'est quand même bizarre. Donc voilà. Avec ce contexte placé, parfois c'est compliqué, je vais me tourner vers toi Rémi et te demander ce que tu as pensé de Gemini Man. Qu'ai-je pensé de Gemini Man? Eh bien, c'est une excellente question, dans le sens où c'est très classique, comme tu l'as déjà un petit peu dit. Mais on va trouver quelques fulgurances dans la réalisation grâce à cet aspect technique qui est très novateur et en fait super détonnant parfois. Et donc qui finalement vont faire que ce film, au-delà d'être un film banal, vont faire que il va mine de rien sortir un petit peu du lot. Voilà. Donc globalement j'ai apprécié le film de par ce point de vue-là qu'on peut avoir. En fait, ouais, t'as raison de l'appuyer, c'est clairement un film qu'on va avoir du mal à juger comme un blockbuster classique. Parce que sur ses traits, sa forme et on va dire sa globalité, on est là-dessus. On est sur un blockbuster très classique avec une histoire de conspiration, tout ce qu'il y a de plus classique, des tueurs à gages, tout ce qu'il y a de plus classique, une course-poursuite, tout ce qu'il y a de plus classique, un côté un peu la James Bond dans le sens où ça va dans plein de pays. Donc c'est hyper classique. Mais on a Ang Lee à la réal. Et à partir du moment où on a Ang Lee à la réal, généralement un film ça peut pas être classique. Parce que le mec depuis le 17 Pi s'est fixé pour objectif de proposer et de faire en sorte que le cinéma soit une expérience à part. On va dire que je pense que l'Odyssée de Pi était à l'époque à mettre au même niveau qu'Avatar en un sens. Parce que, mine de rien, l'Odyssée de Pi en termes de 3D, c'est un film qui a tenté énormément de choses. Et pas des choses, on va dire, classiques, comme on pouvait l'entendre. C'est-à-dire que là où Avatar a été un vrai travail de profondeur et on va dire de création d'un univers où on a envie de se plonger, Ang Lee a fait en sorte que la 3D devienne quelque chose qui accompagne l'expérience du spectateur et qui soit, on va dire, un petit instant de folie. Moi, je repense toujours, je ne sais pas si tu l'as vu, l'Odyssée de Pi, à cet instant où il y a des poissons qui littéralement sortent de l'écran. Un tout petit effet très simple, mais hyper poétique entre les mains d'Ang Lee. Et donc ici, on se retrouve une nouvelle fois avec une envie de la part de ce cinéaste de proposer une expérience au spectateur. Mine de rien, et ça c'est un contexte qu'on oublie de replacer, le précédent film d'Ang Lee avait déjà fait ça.
C'est un film qui est sorti dans 60 salles en France, et non seulement 3 à Paris ont été équipés de la même technologie, c'est-à-dire le fameux 120 images par seconde en 3D. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je l'ai quand même vu en 2D, 24 images VO. Je crois que j'ai jamais été aussi triste de voir un film de ce calibre sortir dans cette version-là. Mais donc, du coup, ce film, pour moi, il a vraiment on va dire, un goût particulier. C'est-à-dire que j'ai juste l'impression que c'est Ang Lee qui est en train de nous dire, regardez, il y a 4 ans, j'ai fait ça, Ouais. mais avec moins de budget et l'envie de traiter un sujet grave. Et là, du coup, regardez, elle est belle ma technologie, j'ai eu le temps de la peaufiner, parce que vous n'êtes pas allé voir mon film il y a 4 ans. Il est bien mon film, hein, regardez, il y a Will Smith et tout. Mais du coup, ouais, j'ai un peu l'impression qu'il y a cette tristesse en fait qui se dégage du film. Et mine de rien, ça transpire un peu, et c'est pour ça que je suis un peu comme toi, que je vois tout le côté très classique du film, mais qu'il y a cette performance et qu'on n'a pas envie de cracher dessus, quoi. On a envie de dire, c'est quand même quelque chose qui sort un peu du lot. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Je te propose qu'on passe sur l'écriture. Ça va être rapide, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur l'écriture. Donc, c'est écrit par Darren Lemke, Billy Ray ainsi que David Benioff. David Benioff, le nom ne doit pas vous être totalement inconnu. C'est l'un des co-créateurs de Game of Thrones. Parce qu'il y a bien un moment où il faut payer les factures à la fin du mois et que c'est pas parce que tu es juste crédité en tant que créateur de Game of Thrones que ça paye les factures. Donc voilà. Surtout maintenant que c'est fini. Tout à fait. Donc on est sur un scénar où il y a quand même des grosses têtes, mine de rien. Bon, Darren Lemke, il n'a pas un scénar de fou puisque c'est l'auteur des Chairs de Poule et de Shazam. Mais Billy Ray est tout de même un des scénaristes à la base de Hunger Games. Donc c'est quand même... Voilà, on est sur 3 mecs qui ont vraiment du bagou dans le métier. Et c'est pour ça en fait que je comprends pas trop qu'est-ce que c'est que ce scénar. Dans le sens où c'est hyper classique. Il n'y a rien qui détonne. Et on est sur 3 mecs qui, pris à part, tentent des choses. Je sais pas si tu peux m'aider à comprendre ça. C'est compliqué. C'est vrai que c'est... Ouais, il n'y a rien d'innovant dans ce scénar. Rien d'innovant. Après, il y a des mini points de détail en fait qui moi m'ont plu, qui sont, tu vas voir sans spoiler, tu vas voir de quoi je parle, où les personnages vont avoir en fait, comment dire, vont laisser sous-entendre quelque chose que l'on va penser vrai, puis faux, qui en réalité se retrouve vrai. Donc c'est des petites pirouettes comme ça, j'en ai noté 2 dans le film, et qui finalement, même dans une écriture banale, te font dire ah ouais, ils m'ont bien eu sur ce coup-là, et ça fonctionne. Donc ça relève un petit peu le niveau, même si c'est vrai que ça reste un peu fade. Après, comment l'expliquer peut-être pour rendre un film justement hautement ambitieux quant à ses qualités techniques, plus accessible pour le grand public. Je sais pas. Ouais, ça se tient. En fait, t'as raison, c'est vrai que je suis un peu vache en disant que c'est hyper classique, mais en fait, ce qui m'a gêné dans ce film, c'est qu'on voit une réelle ambition de vouloir aller à contre-courant de pas mal de films du genre. Il y a cette envie, comme je disais en introduction, de faire un petit peu style à la James Bond, où genre le personnage va se balader de pays en pays et va voir plein de choses. Il y a cette envie aussi de vouloir jouer sur l'effet conspiration, sur l'acheminement voilà, d'une situation où un personnage va être manipulé par un gouvernement ou en tout cas par une organisation gouvernementale, ce qui mine de rien est très très présent aujourd'hui dans le cinéma américain, mais amené de cette manière-là, c'est pas trop mal. Après, en fait, ce qui me dérange dans ce film, et ce qui en soi est une qualité, un énorme défaut, c'est, comment dire sans spoiler, le traitement familial du personnage principal. Le jeu dans le sens où on joue sur un personnage qui est célibataire, qui n'a jamais voulu d'accroche par son métier et par ses ambitions personnelles, qui rencontre une femme avec qui il va devoir s'enfuir pour échapper à un gouvernement, et sur qui il va se dresser littéralement sur son chemin, lui, mais jeune, donc potentiellement un fils spirituel. Oui. Et dans le genre métaphore familiale, c'est à la fois très poussé, et en même temps, c'est de l'ordre du bulldozer dans le magasin de porcelaine, quoi. C'est bonjour, métaphore autour de la famille, regarde, il veut se ranger, il veut prendre sa retraite. Mais en soi, c'est hyper intéressant parce que tu vois que c'est amené dans un sens où c'est assez neuf, par le biais du gouvernement, etc., de tous les trucs qui ressortent. Et en même temps, c'est bof. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du film de baser entièrement sa campagne sur le fait que Will Smith soit contre Will Smith, en soi, c'est un spoil. C'est un gros spoil même, je trouve. Remis dans le contexte du film. Parce que c'est vrai qu'au final, l'apparition du double de Will Smith
c'est le milieu du film. Je crois que j'ai regardé ma montre à ce moment-là, on était à 50 minutes de film. 50 minutes, ouais, sur 2 heures, ouais, ça fait. Ouais. C'est quand même un peu triste de voir un film qui se spoil comme ça à ce point. Et en soi, c'est intéressant parce qu'ils pouvaient pas faire autrement en termes de distribution. Ils n'avaient pas Ouais, le choix, ouais. c'était forcé qu'ils devaient jouer là-dessus. Mais c'est un petit peu dommage de voir cet élément-là, qui est l'élément central du film, devenir l'élément central de la campagne de distribution. Et donc du coup, en fait, se retrouver avec des promoteurs qui mettent en avant en fait tout le film. Même plus. Enfin, tu vois, je Ouais, je m'attendais complètement. vraiment à ce qu'il Ouais. arrive plus tard, en fait, le clone. Et en fait, il arrive vraiment. Enfin, non, en fait, je m'attendais à ce qu'il arrive plus tôt, du coup, Plutôt, avec les vis-à-vis bandes de. annonces. Et Ouais, le ouais. fait qu'il arrive aussi Mhm. tard, je me Oui. suis vraiment dit, attends, c'est quand même bizarre, c'est un film où toute la campagne de prod est basée sur ça. Ah ouais, mais bon. C'est malheureusement souvent le problème, hein. Ouais. Personnellement, la bande-annonce, je me rappelle même pas l'avoir vue. Peut-être que je l'ai aperçue au cinéma ou sur des publicités à droite à gauche, mais donc j'avais pas forcément d'attente à ce niveau-là. Mais malheureusement, on est souvent tronqué à cause de ça, hein. Et Ça, c'est clair. c'est- Mais là, ouais, je c'est m'attendais un pas à autre être débat. autant tronqué Ouais. là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, Ok. ça fait qu'en termes d'écriture, on s'attend tellement à ça qu'on en oublie un peu le reste. Et du coup, enfin, c'est un peu dommage en tant que cinéphile, j'ai vraiment cette sensation de voir trois auteurs qui, du coup, auraient mérité un peu plus de surprise dans le traitement de leur histoire. Et le fait est que le spectateur n'attend en fait que l'arrivée de ce fameux clone pour voir le film décoller. Et du coup, Ouais. en fait, c'est finalement cette première partie, cette première heure que j'ai trouvé la mieux maîtrisée. Tu vois, le fait qu'il aille dans un endroit, qu'il sauve cette fille, Mhm. qu'il prenne un hors-bord, qu'il aille rejoindre un pote, qu'il débarque. C'est au Cambodge, je crois, qu'ils vont, à Carthagène. Carthagène, ouais, c'est Ouais, ça. alors je Tout sais à plus fait. où c'est précisément, mais voilà, ils vont là-bas. Et là seulement, le clone arrive. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah merde, c'est vrai qu'il y avait un clone, j'avais oublié. Ah, ça marche bien, hein. Et après, du coup, je me suis dit, bon, bah, voyons voir ce que ça va donner. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé qu'il y avait un gros plat et que le scénar ensuite passait son temps à se répéter et que c'est vraiment que dans la séquence de fin, dans cette petite ville de Géorgie, où là, du coup, ça redécolle. Et où le reste du temps, j'étais vraiment en train de me dire, bah attends, il y a quand même rien à raconter autour de ce clone. Oui, ouais, c'est un petit peu creux. Après, l'apparition de ce clone, justement, est vraiment détonnante. Donc ça, comme tu l'as dit, la première partie, moi je l'ai trouvé très fluide, très agréable à suivre, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. Et moi, ça me perd quand il y a beaucoup de personnages. C'est vrai qu'il y avait pas mal de persos, il y avait beaucoup de persos. Donc j'essaie de me concentrer, là, de faire un petit arbre dans ma tête, mais bon. Et voilà, quand ce personnage arrive, euh, bah, tout simplement, on a une énorme scène d'action qui te redynamise le récit. Ah ouais, Parce non, que non, la ça... course-poursuite à moto, quand Ah même. bah ça, on va en parler quand on abordera la waouh. mise en scène, mais Ouais. c'est un truc de ouf. Hein. Et donc ça relance, mais après, c'est vrai que ça se tasse, il y a plusieurs confrontations. Et bon, plutôt un parcours psychologique qui d'ailleurs est vraiment inhérent au personnage dans son coin, concernant le clone, hein. Ouais. Et ça, pour le noter, je trouve que c'est intéressant justement de quitter le personnage à un point de réflexion et de le retrouver bon, à l'écran juste quelques minutes plus tard, ayant lui beaucoup avancé dans sa réflexion. Ça, je sais pas ce que tu en as pensé, mais ça C'est m'a ouais. plu. Ouais, non, non, il y a une. Et puis il y a aussi le fait qu'on joue sur la bascule entre guillemets de point de vue, dans le sens où on est du point de vue de Henry Mhm. durant, on Oui. va dire, une bonne heure, Oui. et que d'un seul coup on change de point de vue et qu'on aille du point de vue de ce clone. Ouais. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai intérêt, qui est très minime parce qu'il est pas hyper bien exploité. Mais il y a, on va dire que pendant quelques minutes, on se dit waouh, en fait c'est hyper audacieux de tenter ça. Ouais, C'est ouais. pas sûr que ça marche, mais c'est intéressant. Bon, après, comme on l'a dit, le scénar se ramasse un peu par la suite, mais il y a quand même, on a bien fait de le pointer, enfin, et t'as bien fait surtout de le mettre en avant, mais il y a quand même des idées. Et Mhm. là-dessus, c'est là-dessus que le film se repose quand même pas mal, je trouve. Ouais, et quant à la psychologie du personnage de Will Smith pardon, jeune, euh, là où je trouve que c'est cohérent, c'est que c'est un mec qui a été entraîné pour une seule chose, et qu'en fait, même s'il a des infos qui vont être très contradictoires, qui lui sont délivrées, il va faire le tri très rapidement, de par ses formations, ses qualités acquises, et ça m'a pas étonné finalement de le retrouver 2 minutes après, il a fait Ouais. tout son tri, bon, il s'est passé ça, ok, et maintenant je vais essayer de trouver les solutions. C'est vrai qu'en termes de psychologie, le film s'en Donc, sort pas trop je mal. trouve que c'est cohérent Et c'est quand quand même même. compliqué parce que tu te dis qu'il y a vraiment des persos où ça pourrait être le bordel, et Ouais, au final, ouais. c'est plutôt cohérent et c'est assez bien amené. C'est ça, même si effectivement ça peut paraître un peu facile. Ouais, c'est ça. Passons au gros morceau. Parce que là, c'est du gros morceau. La mise en scène de Ang Lee.
Alors là-dessus, il y a plein de choses à dire. Bon, déjà, je te pose la question tout de suite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, nous, on l'a vu en 60 images par seconde, pas en 120. Malheureusement, le cinéma dans lequel on est, il n'est pas équipé pour faire du 120. Parce que le 120, ça coûte cher. Et nous, au Gaumont, on n'a pas la thune pour faire du 120. Bref, on a vu quand même en 60, ce qui est quand Et même un 3D. bon ratio. Et en 3D. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, de cette technologie? Alors, il y a deux choses. La première, ça fluidifie énormément l'image, donc le récit au final. Et on est la tête dans l'écran avec les protagonistes à leur côté. Donc ça, c'est super immersif, c'est mortel. La 3D ajoute la profondeur, elle est bien gérée aussi sur le film, j'ai trouvé. Donc, rien à dire. Un autre moment, petit bémol, mais j'ajouterai un second bémol à ce bémol, tu vas voir où je veux en venir. L'idée est que quand il y a des effets de vitesse, des chorégraphies aussi très travaillées sur des combats par exemple, là, ça va nous paraître comme, si ça vous parle, des cinématiques de jeux vidéo. On va voir l'assassin d'Assassin's Creed grimper sur les murs, courir très vite. On va se dire, waouh, ça fait un peu surréaliste là. Moi, j'ai eu un peu cet effet-là à certains moments. Donc, ça peut déranger, mais ce bémol qui va rattraper cette idée, c'est que, est-ce que finalement, ce ne sont pas juste nos yeux et nos références qui sont habitués à autre chose, et que c'est juste une nouvelle habitude à prendre pour avoir une nouvelle vision de ces scènes d'action et éventuellement de haute vitesse. C'est la question que je me pose. Ouais. Parce qu'on mine de rien, on est conditionné Ça... par ce que l'on voit au cinéma. Après, les jeux vidéo l'exploitent différemment, vu qu'on est souvent sur des ratios d'image plus, comment on appelle ça, plus grand, plus dense. ouais, plus dense. Voilà, c'est la question que je me posais, ouais, parce que sur les scènes de combat, par exemple, au gun, j'entends, c'était super immersif. Par contre, le corps à corps, ouais, faisait presque trop fluide. Ouais, Voilà. je suis assez d'accord avec toi. Alors, je noterai, et on l'a déjà abordé tout à l'heure, mais cette course-poursuite en moto, Ouais. qui est une tuerie. Mhm. Visuellement, c'est époustouflant. Il y a des moments où il y a des plans où Ang Lee met la caméra du point de vue du personnage comme si on était dans son regard. Franchement, c'est hyper immersif, ça fonctionne à 200%. Il y a un long moment où il va faire un plan séquence. C'est monstrueux, c'est hyper immersif, enfin, t'es vraiment à fond dedans. Je veux dire, là, on est sur une image qui va être tellement proche du réel par sa fluidité d'enchaînement qu'on se retrouve complètement plongé dans l'écran. On se dit littéralement, mais c'est fou ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, Et je pense que malheureusement, on a quand même un pont générationnel qui va se former autour de ce film, dans le sens où je pense qu'il va y avoir une vieille école du cinéma qui va trouver ça trop avancé. Par contre, on va avoir tous les fans de jeux vidéo qui vont s'ambiancer et qui vont se dire c'est trop bien, c'est génial, ça va à la même vitesse que Fortnite. Non, je plaisante. Mais on est vraiment sur une technologie qui, à mon avis, va toucher les générations plus futures. On n'est pas sur un film qui a une technologie qui, aujourd'hui, va marquer. Je pense concrètement, déjà, le film va faire un four. Je suis désolé de le dire, mais pour donner un ordre Je le d'idée, ressens comme ça aussi. j'ai regardé aujourd'hui les sorties. Alice et le maire fait plus d'entrées que Gemini Man, alors que Gemini Man a 3 fois plus de salles que Alice et le maire. Voilà. Donc je pense que cette technologie n'est pas faite pour le public d'aujourd'hui. Cette technologie est peut-être un petit peu trop avancée et du coup, on est sur une œuvre qui, dans quelques années, à mon avis, aura un tout autre impact qu'aujourd'hui. Ouais. Où les gens vont peut-être avec le temps arriver à lui donner une autre force, une autre forme, une autre... Je sais pas comment dire, mais ça va faire un petit peu le même effet de Fight Club, tu vois. À l'époque, quand c'était sorti, ça avait pas forcément plus que ça marché en salle, ça avait fait son petit effet. C'est la vidéo qui lui a donné de l'impact parce que c'est rentré dans la pop culture par le biais de ça. Parce que ça a fait partie du mouvement de la VHS à la maison, où genre tu pouvais ramener ça et c'est genre, je vais mater ça chez moi. Ok. Donc je pense que on va être sur un film qui, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'avancée et on va dire de la maturation entre guillemets des joueurs actuels, va gagner de l'impact et du coup les gens vont se dire en fait le 60 fps ou le 120 c'est vachement bien, ça apporte du réalisme et du coup on est dedans. Ça veut dire les premières minutes du film sont parfaitement symptomatiques de ça, parce que quand on a l'œil dans le viseur avec le personnage d'Henry, j'avais vraiment la sensation que j'avais l'œil dans le viseur, j'étais en train de me dire wow, c'est très réaliste là, j'ai pas envie de tuer quelqu'un mais je m'y croirais. Mais du coup, ça fonctionne vraiment bien. Et puis derrière, mine de rien, le côté très expérimental de Ang Lee avec pas mal d'effets, pas mal de jeux, avec la profondeur dans le cadre, avec, tu vois, par exemple, c'est un peu bête, mais au début, il y a cet effet où je me suis dit que c'était très bizarre. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment au tout début, il y a un train qui passe, et il y a des bandes noires.
des grosses bandes noires au-dessus et en dessous de l'image. Et on voit juste le train en complètement déformé qui passe dans le Oui, cadre. ça m'a surpris même, Ouais. ça fait bizarre. Et en fait, c'est Ang Lee. Ang Lee, il adore faire ça, il adore jouer avec les proportions du cadre, avec ce que lui offre. Enfin, si tu remarques bien, à ce moment-là, on a 3 formats de cadre différents. On a le flat normal, c'est-à-dire le format dans lequel est projeté le film. Ouais. On passe sur ce faux scope avec le train qui passe au milieu. Et le plan suivant, c'est l'œilleton du viseur. D'accord. 3 plans, Je l'avais pas 3 spécialement formats noté, différents. ouais. Ok. Dès le début, il est en train de dire, Ouais, c'est vrai. ok, regardez, le cinéma, c'est ça. Peu importe le format que vous utilisez, si on change la cadence d'image, on gagne en réalisme. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment couillu, quoi. Et après, le film se tient peut-être pas forcément tout du long, comme tu l'as dit, les séquences de fight à main nue sont un peu bordéliques et on a cet effet vraiment qui fait un peu factice. Ce qui, je pense, est un petit peu le cas, à mon avis. Il y a quelques plans où, à mon avis, dans ces fights-là, on est sur de la motion capture ou de la performance capture recréée à l'ordinateur, donc c'est pas forcément très subtil, mais il y a tout de même une vraie ambition. Et c'est ça, moi, en fait, que j'aime beaucoup dans ce film. C'est qu'il y a plein de petites maladresses, mais il y a une ambition de cinéaste qui est tellement posée, qui est tellement claire, qui a envie de nous faire croire à son délire, que même si par moments c'est le bazar, que même si le scénar il est maladroit, il y a ça. Et ça rattrape pour beaucoup le film. Sinon, ce serait un film, un bon film, je dirais, mais un peu banal, quoi. Oh, que oui. Très banal. Oh, que oui. Je pense que les gens qui vont le voir en 2D, j'ai de la peine pour vous. VF 2D. VF 2D. Ah la vache. VF 2D, 24 images par seconde, ça va être un film qui va être très ennuyeux, les gars. J'ai vraiment de la peine. J'espère que vous ne le verrez pas dans ce format-là. Hein. Sinon, ah la vache, t'as raison, je suis vraiment en train de me dire que ça va être triste dans ce format-là. Ouais, parce que c'est vrai que l'effet immersif. Bah, il sera pas là. Ouais. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et même là. J'aurais dû le tester maintenant que tu m'y fais penser. J'aurais dû le tester en 2DVO pour voir, en 2DVF pour voir ce que ça fait. Si vraiment il y a rien, il y a plus rien, parce que ça se trouve ça doit devenir hyper plat en fait comme film. Dès qu'on perd tout l'effet. C'est possible. Vache. On est en train de déprimer. On va changer de sujet. Parlons de Will Smith et de Will Smith. Le casting. Bon. Faut pas se voiler la face. C'est vraiment Will Smith qui a un ego surdimensionné qui s'est dit ça serait cool que je sois à l'écran 2 fois. Il s'éclate. C'est Will Smith donc il est bon. C'est pas non plus un truc de ouf. Faut le reconnaître. Moi je trouve pas que sa performance elle soit si extraordinaire que ça. Elle est sympathique. Il y a quelques moments où il a vraiment du charisme. Pour le coup je pense qu'il y a un paquet d'autres acteurs qui auraient joué le même rôle, qui auraient pu avoir plus de gueule. Étonnamment tu vois, quand j'ai vu le film, je me suis dit si les gars avaient eu plus de couilles et que Idris Elba était un peu plus connu auprès du grand public, Idris Elba aurait fait un excellent personnage principal. Mais vraiment, je pense qu'il aurait dépoté. Là pour le coup Will Smith il vend bien le film parce que je veux dire tu regardes ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il survend le film. Là niveau com, ils ont même pas besoin de forcer Paramount. Il y a Will Smith qui leur fait de la pub. Pour le coup moi je trouve que derrière on est vraiment sur une envie de la part de Will Smith en tant qu'acteur de proposer une performance dans le sens où il s'immerge dans lui jeune. Donc du coup ça lui permet de s'éclater un petit peu. Ouais c'est ça. Et là-dessus on peut pas lui en vouloir, ça rend plutôt bien. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt Mary-Elizabeth Winstead, Benedict Wong et Clive Owen qui s'en sortent le mieux dans les rôles secondaires parce que Mary-Elizabeth Winstead, je trouve que c'est une excellente actrice qui malheureusement a été relayée dans des rôles secondaires un peu bas de gamme par moment parce qu'elle a fait Destination Finale 3 et Die Hard 4 et que du coup les gens se sont dit bah c'est pas une excellente actrice alors qu'elle a joué dans Scott Pilgrim vs. The World. Mais voilà, donc du coup, là ça fait du bien de la revoir sur un gros blockbuster où elle joue quand même un des rôles principaux du film. Ouais, clairement. Benedict Wong qui est plus connu pour être l'un des personnages secondaires de Doctor Strange, voilà. Quand vous en vouliez plus À un moment, je m'attendais vraiment à ce qu'il nous sorte ça avec 3D, 60 FPS. Quoi, vous en vouliez plus Ça aurait été Je me suis drôle. vraiment dit qu'on était pas loin de ça. Et Clive Owen, qui pour le coup, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, Clive Owen, en tête d'affiche d'un blockbuster, s'en sort pas trop mal. Après, il joue un méchant caricatural, donc c'est J'ai moyennement un peu aimé. compliqué. Mais voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais dans l'ensemble, je trouve le casting se tient. Will Smith fait du Will Smith, mais c'est du bon Will Smith. Un peu comme avec Aladdin, je trouve, tu vois. On est un peu dans ce même esprit. Du coup, je n'ai pas vu Aladdin. Ouais. Bah, en gros, pour Mais- te donner un ordre d'idée, c'est le prince de Bel-Air, mais qui fait le génie de version Robbie Williams. Donc là, on est un peu dans ce style-là, mais plus sérieux, dans le sens où il y a moins de vannes. Même si, alors je vais me tourner vers Ang Lee pour savoir ce qui s'est passé. C'est quoi cette séquence de fin, Ang Lee, sur la fac? Honnêtement, c'est quoi cette séquence? C'est pourri.
Genre, t'as un blockbuster où c'est hyper sérieux du début à la fin, t'as des thématiques hyper profondes, et à la fin, c'est poète-poète, qui c'est qui court le plus vite, on va bouffer au resto d'à côté, dis donc, je ferais bien un générique, oh mais non, tu devrais faire l'être. Ouais. Pardon. Oh, c'était du spoil, hein, je suis désolé, mais vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, hein. C'est peut-être pour Je sais pas si c'est passé. faire une sorte de happy end. Je sais pas. J'en sais rien. Oh non, mais C'est vrai que c'est très léger par rapport au reste du Oh la film. vache, ouais. Ah non, mais. Bon, et ça rejoint ce que tu disais en introduction, l'aspect familial qui est remis en avant, même si l'écriture évite la maladresse De faire une famille, de faire vraiment une famille. Merci, ouais, merci. Tout à fait. Donc, c'est déjà un point positif à ce niveau-là. Mais d'un côté, on peut Mais se c'est dire. pété, c'est clairement pété. J'avais l'impression d'avoir fumé un gros truc et d'être à la fin du film et d'être en mode. Pardon, c'est pas le même film. Je suis en train de regarder Ma famille d'abord là parce que c'est. Ouais, non, c'est. Ouais, du coup. Bon, voilà. C'était la petite note comique histoire de finir comme ça. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en retient de Gemini Man, Rémi? Ce que je vais en retenir, c'est vraiment, je le disais déjà en intro, hein, mais cette immersion, dès les premiers plans, on se dit waouh, il y a la 3D, je vois la profondeur, et pouf, je vois chaque grain de peau de la 4K au cinéma, quoi. C'est vraiment cette impression-là, donc c'est super agréable. Donc vraiment déjà cette immersion et ce rendu, tout simplement, des personnages et des décors. Donc là, ouais, c'est essentiellement l'aspect technique finalement que je vais retenir, parce qu'après, ce qui pop dans ma tête là tout de suite, c'est cette fameuse course-poursuite à moto qu'on a déjà évoquée. Et encore une fois, c'est chorégraphie générale au niveau du combat. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est cette touche technique, cette prouesse. Maintenant, à voir si ça durera dans le temps, si ça sera repris ou pas. D'ailleurs, même peut-être ça ne sera pas repris, mais on s'en rappellera comme le Hobbit. On se disait, tiens, bah, sur le coup, on s'en fiche un peu, mais finalement, bah ouais, Peter Jackson l'a fait. Avatar, la 3D, donc peut-être que finalement, Gemini Man entrera un petit peu dans ces films dont on se rappellera quelque chose pour ça. Ouais. Donc voilà ce que j'en retiens, et quand même une histoire assez sympa, quoi, avec un clone, voilà, ça défouraille, voilà, un bon moment de cinéma, pas mémorable, mais un bon moment quand même. Ouais. Moi, je retiendrai la phrase que tu m'as sortie en sortant de la salle, c'est-à-dire que c'est divertissant et c'est surtout rafraîchissant par rapport au blockbuster qu'on a eu cet été. Parce que c'est vrai que cet été, mine de rien, on s'est quand même tapé Godzilla 2, qui était pas ouf, Men in Black, qui était vraiment pas ouf, Hellboy, qui était vraiment pas ouf. Enfin voilà, on s'est tapé des films pas extra du tout. Ouais, c'est sûr. Et celui-là, je pense que s'il était sorti au milieu de l'été, ça aurait quand même été la petite bouffée d'air frais qui aurait fait du bien. Manque de peau, il sort en octobre, donc je pense qu'il y a très peu de gens qui vont le voir. Je dirais que Gemini Man est bien, mais que si vous avez l'occasion de voir Billy Lynn, allez-y. Si jamais il profite de la sortie de Gemini Man dans certains cinémas pour repasser Billy Lynn dans la version dans laquelle il devait passer dans les salles, foncez. Parce que Billy Lynn est un fantastique film qui parle de la guerre en Irak, qui parle du trauma des soldats de la guerre en Irak, et qui le fait dans le même format, avec la même force d'impact, et avec le même hyper-réalisme présent dans chaque image. Donc voilà. Mais en tant que tel, Gemini Man reste, comme tu l'as dit, une belle performance technologique qui vaut le coup pour ça, et peut-être qu'on s'en souviendra d'ailleurs pour ça. Tant mieux. J'espère pour Ang Lee que ça lui permettra quand même d'ouvrir certaines nouvelles portes, et que James Cameron derrière confortera cela. Parce que normalement, Avatar 2, 3 et 4 sont supposés être dans ce format-là. D'accord. 120 FPS en 3D. Ok. Donc à voir si ça sera exploité comme ça. Mais en tant que tel, voilà, tu l'as dit et je le redis, Gemini Man 2 Ang Lee, ça reste un bon divertissement. C'est rafraîchissant, c'est sympathique et que ça vaut le coup d'être vu en salle. Surtout dans son format de création. Et j'ajouterai un truc. Si vous n'avez pas aimé Will Smith dans After Earth, c'est tout à fait compréhensible. Allez le voir dans ce film, c'est bien mieux. J'avais oublié. Tu m'avais rappelé des mauvais souvenirs. Ah, Tu m'as rappelé des mauvais souvenirs. After Earth, mais non. Oh, c'était pas bon. Ah non. Oh, c'était pas bon. C'était pas bon. Bref, merci Rémi d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci pour l'invitation. D'avoir sauvé la carrière de Will Smith, Avec du coup. plaisir, oui. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films. Et bien évidemment, à plus. Ciao. AMF
C'est comme ça qu'ils disent dans le film? AMF? Adios motherfucker? Allez, on va finir là-dessus. AMF, adios, Adios, motherfucker. motherfucker. Ah, de Dieu.